La France vit encore au rythme du désastre qui s'est produit en début de semaine avec Notre-Dame de Paris, affluence de dons. Et pendant ce temps-là, tout le monde est impatient de savoir ce que le président de la République va dire sur l'avenir de la France et les réformes et les réponses à apporter à la crise sociale qu'elle traverse. C'est avec Agnès Pannier-Runacher que nous sommes ce matin, qui est secrétaire d'État auprès du ministre des Finances et de l'Économie. Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour. Alors, il faut reconstruire, il y a toute une polémique là, il faut reconstruire la cathédrale de Paris à l'identique. En tout cas, il faut déjà préserver l'existant. Ouais. Ça, c'est le premier chantier immédiat. Et ensuite, l'idée, c'est d'ouvrir un concours international pour réfléchir à la façon de construire la flèche. Vous n'avez pas d'idée de savoir si cette flèche doit être comme celle de Viollet-le-Duc ? Mais c'est celle de Viollet-le-Duc, vous le dites très bien, 19e siècle, donc c'est pas la cathédrale millénaire qui est le reste du bâtiment. Ouais. Et je trouve assez intelligent de se donner l'opportunité de réfléchir au sujet. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, la flèche de Viollet-le-Duc, elle avait fait une grande polémique puisqu'on estimait qu'elle ne respectait pas l'histoire du bâtiment. Donc sur ces bâtiments qui sont des lieux d'histoire, des lieux d'identité, des lieux de paix aussi, c'est normal qu'on a tous des projections et des attentes très fortes. Vous dites lieu d'identité. Est-ce que la France a retrouvé ses racines chrétiennes à cette occasion? Parce qu'on a vu un élan d'émotions, une profusion d'émotions. Moi, je ne suis pas baptisée, j'ai été bouleversée. Mais bouleversée, littéralement. Et je pense que j'ai été bouleversée parce que nous avons des racines chrétiennes et nous avons une culture et il faut assumer cette culture. Et en même temps, on a eu des témoignages de gens qui disaient « moi je suis musulman, moi je ne crois pas en Dieu, moi... mais je suis bouleversée par ce qui se passe ». Parce que Notre-Dame, c'est aussi un lieu de paix. C'est un lieu qui donne le meilleur de nous-mêmes. Je ne connais pas une personne qui, lorsqu'il rentre dans Notre-Dame, n'ait pas ce sentiment d'élévation de l'âme. C'est le moment où vous êtes un peu intrigué et vous vous dites « oui, quand même, il y a quelque chose de... supérieur, de sublime qui existe dans le monde. » Quand on est ministre du gouvernement, est-ce qu'on donne pour reconstruire Notre-Dame? On le donne, mais à titre privé. Je pense que c'est chacun dans son intimité. Vous allez faire un don? Oui, moi je vais faire un don, mais comme je vais faire des dons à des associations parce que ça me regarde, et je le fais. Et après, chacun en fonction de ses moyens, et je trouve que cet élan, il est plutôt le témoignage de ce qu'il y a de meilleur dans l'humain. Et je suis un peu consternée des polémiques qui ont eu lieu. Cette polémique, il y a quelques personnalités qui sont très riches, tout le monde le sait, qui ont donné beaucoup. Et tout de suite, il y a eu, notamment de la part de la gauche, des critiques en disant s'ils donnent pour des pierres, ils pourraient bien donner pour la misère humaine. Et ils ne le font pas. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Alors, première chose, est-ce qu'on est bien sûr qu'ils ne le font pas? C'est totalement gratuit. Enfin, je veux dire, personne ne le sait en réalité. Et en fait, si, on sait qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont faites pour des causes spécifiques, via pour chacun de... Exactement, via des fondations, mais aussi via des actions, des chars, etc. Chacun des donateurs... cette polémique pour vous? Elle est déplacée, elle n'est pas dans le propos. On est face à un événement qui nous a tous marqués, où on remet en question quelque chose qui est éternel. Enfin, personne n'imaginait qu'il puisse arriver ça à Notre-Dame. Donc on a tous un élan de cœur, un élan de français et un élan mondial. C'est un beau moment humain et il faut qu'on aille mettre de la polémique. Je trouve ça déplacé. Le Premier ministre et vous-même, vous avez fixé des barèmes de déductibilité des impôts par rapport à ces dons. Les grandes fortunes, d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, ont dit nous, on ne veut pas du tout de déduction d'impôts. Ils ne se sont même pas posé la question parce qu'ils ont annoncé. Est-ce que vous trouvez normal, est-ce qu'il faut décider de déduction d'impôts quand on donne comme ça pour des causes pareilles? Parce que c'est la fiscalité aujourd'hui. Lorsque vous donnez pour des associations d'utilité publique, vous avez une déduction, c'est l'impôt sur le revenu, ça existe. S'il n'y a pas de déduction, on sent qu'il y a moins de dons. C'est pas ça, c'est que ça permet d'orienter quelque part l'argent vers des associations qui sont reconnues. C'est très intéressant cette histoire de Notre-Dame de Paris, parce qu'on voit que quand l'argent est fléché, quand les dons sont fléchés, les gens donnent. Ça peut vous inspirer pour justement une réforme des impôts. Si les gens savaient où vont leurs impôts, ils paieraient plus volontiers, non? Il y aurait moins je dirais, de rétractation vis-à-vis de l'impôt. Le consentement à l'impôt serait supérieur? En tout cas, dans le grand débat national, quelque chose de très fort qui est remonté de partout, et en particulier des chefs d'entreprise, c'est
dites-nous ce que vous faites avec nos Voilà. impôts. Soyez plus transparents. C'est possible, soyez plus parlants. Oui, c'est possible. C'est passer peut-être du jaune budgétaire, donc ce document budgétaire très transparent en réalité, qui est donné à l'Assemblée nationale et disponible partout, mais qui n'est pas communicant, c'est-à-dire dont il faut se plonger dans une espèce de trésor de difficultés pour en tirer la substantifique moelle, à une communication peut-être beaucoup plus claire, beaucoup plus parlante. Combien on donne pour les écoles? Combien on donne pour les hôpitaux? Combien Vous avez le droit de le consacre à la faire, ça? police? Je croyais qu'on n'avait pas le droit de flécher les impôts. Non, on n'a pas le droit d'infecter les impôts spécifiquement à des sujets. En revanche, on a le droit de dire ce qu'on fait avec les impôts. D'accord. Et lorsque, par exemple, on met en regard notre fiscalité et les actions pour l'écologie et la transition solidaire, là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Et ça rend effectivement le consentement à l'impôt beaucoup plus important. Vous allez travailler là-dessus? Vous allez davantage, justement, rendre transparent ces affectations? Alors, c'est un des sujets qu'on avait d'ailleurs qui était débattu à l'Assemblée nationale en fin d'année sur typiquement le budget de l'écologie. Donc oui, on va travailler sur ces sujets-là, on doit aller plus loin. Il y a aussi un site qui s'appelle dépensespubliques.fr qui donne plein d'informations aux Français. Je pense... Il est régulièrement informé? Il est très régulièrement mis à jour, il n'est pas forcément connu de tout le monde. Bah non, voilà. Comment ça s'appelle? www.dépensespubliques.fr. Ok. Le président de la République va prendre la parole? Dans les prochains jours. Sur comment? Ça, c'est à lui de le définir. Derrière son bureau, dans une conférence de presse, par écrit, vous savez pas? Ce qui est important, c'est que... Ça sera la semaine prochaine? Il fasse le retour sur le grand débat. Je pense que c'est aussi important de respecter ce moment un peu particulier, à la veille du week-end pascal. Moi, je veux redire aux chrétiens et aux catholiques tout le soutien que j'ai et les pensées que j'ai pour eux. D'abord parce que la semaine de la Passion, c'est un moment particulier. Avec le drame de lundi, c'est encore plus particulier. Je pense qu'il faut respecter ce temps où chacun a besoin de revenir un peu sur lui-même et sur ses fondamentaux. Après, il prendra le temps de parler aux Français et de parler avec des paroles fortes. Alors, il y a des fuites qui sont sorties dans la presse sur ce qu'il devait dire, sur ce qu'il avait enregistré. On a noté une chose, notamment deux choses, parce que sinon ça serait trop long. Pas d'augmentation d'impôts, c'est possible ça? Pas d'augmentation d'impôts, oui, c'est un engagement que nous devons prendre. Alors, non, je pense que c'est très important d'aller dans pas d'augmentation d'impôts. On est le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus importants. Par rapport au PIB. Exactement. Et en fait, peut-être ça ne se sait pas, mais les prélèvements obligatoires ont déjà diminué l'année dernière. Donc, disons-le. Après, il y a le vécu personnel de chacun, c'est-à-dire que chacun, lorsqu'on baisse les impôts, ne voit pas nécessairement la baisse d'impôts, mais lorsqu'un autre dispositif fait qu'il y a une petite augmentation, il a le sentiment de payer plus. Alors, à l'inverse. Donc, il faut vraiment qu'on retravaille sur ça. Il aurait dit pas de fermeture d'école, plus de fermeture d'hôpitaux jusqu'à la fin du quinquennat. On réindexe les retraites sur le rythme de l'inflation. Ça, c'est de la dépense publique. Comment vous faites pour ne pas augmenter les impôts tout en réduisant, comme l'a dit le Premier ministre, la dépense publique? Mais il faut réduire la dépense publique. Mais où est-ce que vous la réduisez? Il faut être plus efficace. Vous pouvez ne pas fermer d'école et être plus efficace dans le service public. C'est de l'allocation appropriée des ressources sur le territoire. Je vais vous donner un exemple. Moi, je gère le périmètre industriel. On est en train de réduire des 3/4 notre réseau sur le territoire. Des 3/4. Pourquoi? Notre réseau de fonctionnaires sur les territoires, de la direction générale des entreprises. Vous participez à la désindustrialisation du pays? Parce que je réduis le réseau des fonctionnaires? Non, ça n'a aucun rapport. Non, je ne crois pas. D'accord. En revanche, ce que je fais, c'est que c'est combien de personnes? Alors, en l'occurrence, ça fait 200 personnes, c'est pas gigantesque. Bouge pas trop? Et non, ça ne bouge pas trop. Où est-ce que vous les affectez, ces gens-là? Et pourquoi je fais ça? Parce que nous avons décentralisé aux régions la compétence de développement économique. Et que c'est ce que nous disent les Français, vous avez un millefeuille administratif complexe, rendez-le plus simple. Et les fonctionnaires en question, ils passent donc à la région? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que l'objectif n'est pas d'augmenter le nombre d'emplois total. L'objectif est de réduire ce nombre d'emplois en étant plus efficace, nous en prenant les missions les plus stratégiques et les régions en se positionnant sur les missions les plus opérationnelles sur leur territoire. Donc oui, c'est possible. C'est possible. D'ici à la fin du quinquennat, vous aurez réalisé combien d'économies budgétaires? L'objectif du président de la République, c'était 60 milliards.
Il faut qu'on tienne cet objectif. Je pense que c'est une ambition nécessaire. Et moi, ce qui m'intéresse derrière cet objectif, au-delà de la dépense publique, c'est la question de la croissance et la question du rebond des entreprises. Dans l'industrie, on est en train de voir ce rebond. La croissance en France est une des plus élevées d'Europe. Le chômage est en train de se réduire. La création d'emplois, depuis 2 ans, la création d'emplois est en train de progresser fortement et en particulier dans l'industrie. C'est la première fois depuis 15 ans. Il faut continuer à semer, il faut continuer à tirer le bénéfice de ces réformes. Il faut aller plus loin dans les réformes. On en a le potentiel. Et on sait aussi que le marché mondial peut avoir des difficultés. On voit la croissance prévue en Allemagne qui est de 0,5%. C'est inédit par rapport à ces dernières années. Heureusement, l'Allemagne a un gros potentiel aussi. Oui. Donc oui, il faut aller de l'avant. Et moi, je veux avoir une économie où on pense retour sur investissement. Quand on baisse les impôts et qu'on aide les entreprises à créer de la richesse et à créer de l'emploi, eh ben en fait, on a des recettes fiscales futures sur leurs bénéfices futurs. Alors, autre mesure annoncée, et pour le moins symbolique, la suppression de l'ENA. Alors, je ne vais pas faire votre CV parce qu'il est long comme mon bras. HEC, Sciences Po, ENA, enfin vraiment, une très très bonne élève. Vous êtes pour la suppression de l'ENA, vous? C'est pas démagogique, ça? En fait, je pense que poser la question du recrutement et de la formation des fonctionnaires n'est pas un tabou. Vous avez rien appris à l'ENA, vous ? Ça ne pose pas de questions. Je ne dis pas que j'ai rien appris, mais j'y suis passée il y a 20 ans. Et le monde s'est beaucoup transformé en 20 ans. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que le concours m'a permis d'accéder à des responsabilités auxquelles je n'aurais pas accédé si j'avais été cooptée. Parce que ma famille, et celle de mon mari, qui a également fait l'ENA, n'avait aucune connexion avec le monde administratif. Nous n'en avions pas les codes. Et ce qui a permis le concours... Ça marche alors ? Oui, mais ça, c'est le recrutement. Ensuite, la formation, c'est une école d'application. En réalité, ma formation, je l'ai faite avant. Et je pense qu'effectivement, il y a des moyens de réfléchir à la façon de former les fonctionnaires. Et surtout, moi, ce que je vois en tirant de mon parcours, c'est que ce qui m'a le plus enrichi, c'est non seulement d'avoir été aux fonctionnaires, mais d'avoir été sur le terrain, d'avoir été en hôpital public, d'avoir été dans une entreprise, d'avoir été du côté d'un investisseur. Et je pense que ces parcours qui sont riches, qui sont ouverts vers l'international, qui sont ouverts sur les grandes transformations, sont aussi très intéressants. C'est pas le cas quand on fait l'ENA aujourd'hui, c'est plus le cas. Posons la question de ces parcours. L'ENA aujourd'hui, vous avez une forme de rigidification, mais c'est connu à cause des corps, les grands corps, les petits corps, les moyens corps, le fait qu'on ne peut pas passer si facilement que ça. Donc, les gens font leur carrière, bien sûr, ils sortent de leur case, mais c'est plus difficile. Je pense qu'il n'y a aucune difficulté à ouvrir ce sujet. Donc, vous ne versez pas des larmes ? Démagogique. Non, parce que moi, j'aime bien prendre les sujets pour ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'on est dans un monde qui se transforme. Il n'y a pas de tabou à regarder la façon dont on forme notre élite. On a des très bons fonctionnaires. Rendons-les encore meilleurs. Rendons cette fonction attractive. C'est également très important pour la qualité d'intervention de l'État. On y est avec Agnès Pannier-Runacher ce matin et on continue avec vos questions, chers internautes, et Julie Coulon-Profisi qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Alors, on parle en effet beaucoup de Notre-Dame dans le chat, mais on parle également des militants écologistes qui ont occupé ce matin l'esplanade de la Défense. Et à ce propos, les internautes du Figaro, comme Fred Garot, critiquent le but de cette action qui est de perturber la vie quotidienne des gens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que toute action, mais je crois savoir qu'il y a aussi les gilets jaunes, par exemple, le samedi, c'est du même niveau. C'est-à-dire que le fait de manifester et de faire connaître ses positions dans un cadre public, démocratique, je pense que c'est très important. Le fait de perturber la vie quotidienne des gens, ça commence à être discutable. Et la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est quand même un principe assez fondamental de notre démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle façon de manifester son mécontentement aujourd'hui? Les Gilets jaunes, par exemple, on s'attend à ce que maintenant, tous les samedis, il y ait des défilés, des manifestations, un peu de tension. Est-ce que ça ne va pas durer jusqu'à la fin du quinquennat, par exemple? Des défilés, des manifestations, ça, c'est la vie démocratique. Oui, et dès lors que ces défilés et ces manifestations sont annoncées, sont pacifiques, ça ne pose strictement aucun problème. Là où c'est choquant, c'est quand les choses deviennent violentes, lorsqu'on empêche les gens de travailler. Moi, je suis sur le sujet des commerçants et des artisans. Et alors ? Moi, je travaille justement pour sauver des commerçants et des artisans dont l'activité a été stoppée
parce qu'ils sont confrontés à des violences, dont les salariés sont terrifiés. Beaucoup de fermetures de commerce depuis le début du mouvement? Pas beaucoup de fermetures de commerce parce que pour le moment, les commerçants et les artisans serrent les dents. Sauf qu'on commence à avoir des défaillances, sauf qu'on commence à avoir des gens qui ont besoin de soutien psychologique, et c'est ce que nous disent les fédérations locales. Sauf qu'on a des gens qui sont à bout aujourd'hui. Vous avez des gens qui ne se payent pas. Ils ne se payent pas parce qu'ils veulent payer leurs salariés. Vous avez des gens qui ne recrutent plus évidemment, ni les intérimaires, les petits extras du week-end, etc., mais qui sont en train de considérer à vendre leur commerce, à partir, à mettre la clé sous la porte. Et ça, c'est lié justement à ce type de manifestation. Et je pense qu'il faut qu'on soit effectivement très ferme sur le fait que manifester, faire valoir ses droits, pas de problème, on est dans une démocratie et heureusement, en revanche, perturber et empêcher l'existence des gens et devenir violent, c'est inacceptable. Autre question, Julie. Alors une autre question, c'est un constat que fait Mérine. La République En Marche n'apporte aucune réponse concrète à part des taxes et des augmentations. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que factuellement, le budget de l'État a diminué l'année dernière, que factuellement, les impôts ont diminué l'année dernière parce que les chiffres sont têtus, que la croissance est repartie, que l'emploi est reparti. C'est grâce à la croissance aussi que vous avez pu diminuer la dépense budgétaire, non? Mais qui a fait la croissance? Quelles sont les mesures de libéralisation des entreprises qui fait qu'aujourd'hui... C'est M. Hollande avec le CICE, non? Et la baisse des charges sociales qu'il a faite. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les mesures de début de quinquennat sur la réforme du marché du travail, sur la baisse de la fiscalité du capital, pas pour moins taxer les riches, mais pour permettre l'investissement dans les entreprises, pour être au même niveau que l'Allemagne, qui n'est pas un régime connu pour faire du dumping fiscal. Toutes ces mesures-là sont en train de porter leurs fruits. Et toutes les réformes que nous lançons, y compris sur l'école publique, enfin, revenons un instant sur ce que nous avons fait sur les CP et les CE1. Ça, ce sont des réformes structurantes. Donc moi, je suis fière de ce qu'on a fait et je suis fière de notre programme. Alors vous avez travaillé pour l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Qu'est-ce que vous pensez des grèves du personnel de santé qui ont lieu en ce moment? Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour régler ça? Une question d'Éric. Alors, ça c'est une question, moi, des grèves des urgentistes. En 2003, j'en avais également et M. Pelloux était déjà là et déjà très actif. Ce sujet... 2003, année de la canicule, tout à fait. Et, bon, je pourrais vous raconter exactement le revers des cartes parce que ça a été une expérience assez marquante. J'étais pas aux affaires, mais j'ai vu l'équipe aux affaires. J'étais que en soutien de mission à cette époque-là. Peu importe. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse? Le premier sujet, c'est d'avoir un fonctionnement entre médecine de ville et médecine hospitalière qui soit le plus fluide possible. Ça marche plus, ça? Si. Au contraire, c'est en train de remarcher. C'est l'un des sujets du projet de loi porté par Agnès Buzyn. On a besoin d'avoir ces maisons de santé, on a besoin d'avoir des endroits où on fait de la prise en charge de premier niveau qui permettent effectivement de désengorger les urgences. Et puis c'est toute la question de l'aval qui est important aussi, la filière, les urgences, les lits aigus, on vous prend en charge. Et puis c'est souvent des personnes âgées, donc soins de suite et de réadaptation et soins de longue durée. C'est toutes ces filières qu'il faut... Sincèrement, les médecins de ville, ils jouent le jeu, puisqu'on dit qu'ils ne jouent pas le jeu, justement, quand il y a urgence. Pourquoi on va aux urgences? Parce qu'on ne trouve pas un médecin de ville d'ouvert, ou qui répond. Alors moi, les médecins de ville auxquels j'ai affaire, c'est des médecins de ville qui commencent très tôt le matin et finissent très tard le soir. Donc j'ai le sentiment qu'ils font face. Vous avez aussi culturellement des familles qui préfèrent aller à l'hôpital parce que ça les rassure, parce qu'elles n'ont pas instauré une relation régulière avec un médecin, parce qu'elles sont un petit peu gênées par rapport à ça. Et donc l'hôpital est effectivement, et c'est souvent vrai pour des populations qui sont pas qui ont grandi dans d'autres pays, modestes aussi, parce que vous avez la prise en charge immédiate. Donc tous ces éléments-là... Il y a une culture à changer, là. Font qu'on va à l'hôpital. Et c'est pour ça que les maisons de soins, c'est une bonne forme de proposition, parce que ça ressemble à l'hôpital, ce côté un peu protégé. On est sûr d'avoir de la lumière et d'avoir quelqu'un. Et en même temps, on répond aux besoins avec le bon niveau de soins. Alors, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, les Français vont gagner 850 € de pouvoir d'achat en 2019. C'est Yann France qui vous demande, il nous dit on est quand même en avril et je ne vois pas la différence. Quand est-ce que je vais la voir, cette différence? Est-ce qu'il a regardé sur sa feuille de paye? Parce que s'il a regardé sur sa feuille de paye, il a à la fois effectivement le prélèvement à la source qui représente son impôt, mais s'il est mensualisé, c'est peu ou prou la même chose que l'année dernière. En revanche, il n'a plus de charges sociales sur la médecine et sur le chômage. Donc, oui, ça s'est amélioré, de même que lorsqu'il recevra
sa taxe d'habitation, peut-être qu'il n'aura plus qu'un tiers à payer par rapport à il y a 2 ans. Prélèvement à la source, c'est plus un sujet? Prélèvement à la source. C'est passé comme une lettre à la poste, finalement, cette histoire. Bravo Gérald Darmanin, Olivier Dussopt et la DGFiP, ils ont fait un travail extraordinaire. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit atomique, et ça a été extrêmement bien fait. Et ce que j'observe, c'est que les Français sont ravis de ne pas avoir à s'occuper de ça. D'accord. Sauf qu'on a encore une feuille de déclaration de revenus à remplir cette année. Oui, mais quand même, on converge vers Pourquoi d'ailleurs on a encore cette déclaration de revenus à faire cette année? Parce qu'on doit mesurer encore le revenu fiscal. Il y a un certain nombre de dispositifs qui en dépendent. Mais en tout état de cause, vous voyez qu'on essaye de travailler une simplification encore accrue. Tout le travail du gouvernement, c'est de changer la relation entre l'État et les concitoyens. C'est de rendre les choses plus simples, dans une meilleure confiance et d'être dans une position d'aide plutôt que d'être dans la position du maître d'école qui donne des leçons. Agnès Pannier-Runacher est avec nous ce matin. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire d'État. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, internautes, d'avoir posé les vôtres via Julie Coulomb-Profisi, pardon. Et je vous dis à lundi.